On va poursuivre le cours sur l'utilisation des librairies de référence, en l'occurrence l'usage de la librairie OGR et GDAL. On a déjà pratiqué dans le cours passé quelques fonctions de cette librairie OGR. J'aimerais aller un peu plus loin. On va essayer de manipuler des données géomatiques, qu'elles soient vectorielles ou matricielles, et on va faire certainement des exercices par la suite dans une autre vidéo. Alors on se rappelle que Python permet l'ajout de nombreuses librairies et en fonction des besoins de l'exercice, on va importer les librairies. J'ai donné des exemples comme SciPy, NumPy, Matplotlib. Et aujourd'hui, on va se concentrer plus sur OGR et GDAL. Donc OGR et GDAL, c'est une librairie ou des librairies intéressantes qui permettent vraiment de lire et d'écrire des données de géomatique. Donc je l'ai déjà dit, ces librairies sont utilisées dans de nombreux logiciels, donc c'est important de les manipuler, et elles sont disponibles dans Python, donc c'est intéressant de pouvoir les utiliser. On peut voir ici un programme assez simple qui permet en fait de lire un fichier KML et de lister le nombre d'entités. On l'a vu la semaine dernière, ce principe. Ce qu'il faut garder à l'esprit, en fait, c'est que lorsque j'utilise la librairie OGR, j'ai toujours besoin de l'importer. Ensuite, ce qui est important, c'est de la définition du driver qui va lire le fichier. Ici, KML_file, c'est une variable qui va contenir le chemin vers le fichier. Et il faut absolument que le driver soit en adéquation avec le format du fichier que je vais lire, sinon il y aura un problème. Donc, si je dois changer si j'ai un autre format de fichier, théoriquement j'ai juste besoin de changer le driver pour lire les données. On voit ici le découpage en fait de la librairie OGR, où on a bien sûr le driver à un premier niveau qui va permettre de lire le fichier. Un deuxième niveau, une fois que je fais l'ouverture du fichier avec le driver, je vais avoir un data source. Un data source, ça contient des entités, des couches. Donc, dès que j'ai le data source, je peux aller chercher les couches. En général, je cherche la première couche. Et sur cette première couche, je peux aller soit faire des boucles, des itérations, ou alors simplement calculer le nombre d'entités. Si je souhaite lire une donnée qui est dans une base de données, ben, le même principe en fait. J'importe un OSGeo, donc de OSGeo j'importe OGR. Je définis une connexion. Alors ici c'est plus un driver, mais c'est une connexion à une base de données. Ici on définit PostgreSQL, la connexion à une base de données PostgreSQL, où je vais définir un hôte qui est le serveur qui contient la base de données, le nom de la base de données, le nom de l'utilisateur, le mot de passe associé avec l'utilisateur. Je teste par exemple ici si la connexion est nulle. Si elle est nulle, ça veut dire qu'il y a eu un problème dans la connexion. Si elle n'est pas nulle, alors j'ai une connexion que je peux utiliser. Une connexion, je peux appliquer une fonction qui exécute SQL. Donc je peux aller pratiquer une requête SQL sur cette connexion. Donc en général, ce que l'on fait quand on a une connexion, on va aller questionner une table spatiale. Donc ma table countries ici contient des entités, des attributs, et bien sûr une colonne spatiale, ce qui va me permettre d'avoir des entités. Donc on retrouve la même façon de consultation que l'on avait dans un fichier KML, shapefile, que sur une base de données. En fait, la couche, le layer, en fait, le layer va se construire en fonction de la requête SQL. Donc il dépendra beaucoup de cette requête. Et à partir de là, j'ai mon layer. Ce qui reste par la suite ressemble à ce qu'on fait avec des fichiers comme KML ou shapefile. J'ai mon layer, je peux aller calculer le nombre d'entités. Alors ce qui est intéressant avec cette librairie OGR, c'est que je peux conserver ma base de données aussi bien, je peux avoir une base de données, je peux avoir un shapefile, je peux avoir des données dans n'importe quel format. Mon principe de lecture et de traitement des entités sera toujours le même. On l'a vu, si j'arrive à avoir un layer, je suis capable de faire des boucles sur mon layer, comme ici.
j'ai un layer, je peux faire des itérations, une boucle directement et manipuler directement feature. Je peux aussi faire différemment, j'ai mon layer, je vais chercher la prochaine feature. Quand je fais cette demande la première fois, je vais chercher en fait la première entité. Je l'attribue à feature, je fais un while. Quand feature sera nulle, je vais quitter en fait cette boucle. En fait, ça revient à la même chose, que les deux types d'itérations sont similaires. On peut pratiquer les deux. Si on se souvient, si j'ai une feature, je peux aller chercher un attribut, la valeur d'un champ. Par exemple, le champ name de feature, c'est l'entité actuelle que je suis en train de lire. Je vais chercher son attribut et ainsi je peux l'afficher ou le traiter. Je peux aller chercher la géographie. Donc ici je cherche l'attribut name. Ici je cherche la géométrie. Alors retenez que si j'ai une feature, je peux faire get geometry ref. Ça va me permettre d'obtenir une géographie ou une géométrie. Donc je suis capable d'aller chercher des attributs, je suis capable d'aller chercher de la géométrie sur mes entités. Et ceci, quelle que soit la conservation de la donnée à la base, que ce soit un fichier ou une base de données, ce sera toujours la même chose. Bon, si je fais afficher l'attribut name et je fais afficher la géométrie, je trouve le nom d'entité par exemple, le nom et ici la définition de la géométrie. La géométrie en fait est ici exprimée en WKT. Donc j'ai multipolygone, polygone, point, ligne et une série de points qui définit la géométrie. C'est l'affichage qui est comme ça. Ce qu'on a vu aussi, j'en ai parlé la semaine dernière, c'est la librairie OSR. Donc OGR c'est pour tout ce qui est vectoriel, OSR c'est pour tout ce qui est transformation dans les systèmes de référence. Pareil, je dois l'apporter si j'en ai besoin. On retient en fait que pour faire une transformation, j'ai besoin de définir des systèmes de référence, donc des systèmes spatiaux. Donc j'en définis un ici, et ce système, je veux lui dire de prendre sa définition à partir de EPG 4326. C'est finalement le lat-long classique. Ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi avec OGR, je peux aller créer des fichiers. Pour créer un fichier, je définis un chemin, je définis un driver, je crée un data source finalement, qui va, ni plus ni moins, le data source va être d'un certain type, ici c'est un shapefile, et avoir un certain chemin, un certain fichier. Donc je crée le data source, et je vais définir le type d'information que je veux stocker dans la couche. Donc je vais créer une couche dans le data source, voilà, nommé customs, avec un système de référence spatiale que j'ai défini auparavant, et un système, le type de géométrie que je veux associer. Ici c'est des points. Alors j'ai différents types de géométrie accessibles, les points, les lignes, les polygones, les multipoints, multilignes, multipolygones. Ça couvre à peu près tout ce qu'on a besoin. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout ici, en premier, la première colonne, c'est les types, le type vraiment de géométrie que je dois associer avec ma couche. Donc dans mon cas de figure, je veux créer des points. Ensuite, je dois définir une structure, la structure de ma couche. Ni plus ni moins, je dois définir les attributs. Donc le nom d'attribut, le type d'attribut. Alors ici, je vais définir pour ma couche que je viens de créer. Je vais aller chercher la définition qui va être certainement vide puisque je n'ai encore rien mis. Donc j'obtiens la définition. Je peux alors créer un nouveau champ que je vais, avec la méthode OGR field def, je mets un nom et j'associe un type. Les types sont déjà prédéfinis. Donc ici, ça va être un texte. Je prends le champ et je l'ajoute à ma couche.
donc create field, le champ que je viens de définir. Donc ma couche contient bien sûr la géométrie qui va être des points et un attribut qui va être le nom. Ce que je peux faire maintenant, c'est alimenter ma couche avec des entités. Alors je peux créer des points de cette manière. Je crée une géométrie de type point, ça va être ma variable point. Je vais ajouter un point, définition du point, donc le point va être 7,7. Je vais définir un index pour l'entité, ça va être 0. Je vais définir une entité à partir de la définition que je viens de faire, donc où il y aura bien sûr le champ nom. Donc mon entité va être vide pour l'instant, avec une certaine structure. Je vais déjà envoyer à mon entité, je vais envoyer la géométrie. Donc je fais set géométrie, j'envoie le point que je viens de créer ici. Je vais lui envoyer en même temps lui définir un FID, donc un feature index, c'est important. Donc à chaque fois que je crée une entité dans ma couche, je dois lui changer l'index. Je vais lui attribuer une information au niveau du nom. Donc je fais set. Auparavant on faisait souvent get field. Maintenant on va faire set field, l'attribut et la valeur de l'attribut. Maintenant, ce que j'ai ici, j'ai une feature qui contient une géométrie, un index et un champ nom qui est rempli. Je vais ajouter mon entité créée à la couche layer, create, feature, puis feature. Si je veux en faire d'autres, je répète en fait ce bout de code. Bon là, j'alimente ma couche. Quand j'ai fini d'alimenter ma couche, je dois fermer en fait mon data source pour dire que c'est terminé et ça doit libérer en fait mon fichier, ça doit l'écrire totalement. Donc je suis obligé de faire un check data, donc c'est data source destroy. Donc ça c'est la méthode qui permet d'arrêter l'écriture et ça va écrire le fichier en même temps. Théoriquement là j'ai un fichier shapefile avec des points et qui peuvent être lus dans Python, mais qui peuvent être lus aussi dans un logiciel de géomatique. Une autre chose importante en Python, et surtout en utilisant la librairie GDAL, c'est que on va pouvoir lire les données matricielles. On a vu les données vectorielles vont se lire toujours de la même manière. Le code qu'on a fait jusqu'à maintenant est valide pour n'importe quel format. Ce qu'on va voir maintenant, c'est la lecture des données matricielles. Toujours pareil, GDAL va harmoniser la façon de lire les données, qu'elles soient en TIFF, en JPEG, dans d'autres formats matriciels qui sont reconnus par GDAL, on va toujours lire de la même façon. Alors toujours pareil, je vais importer GDAL pour utiliser les méthodes. On se retrouve un peu la même approche que dans OGR, je définis un fichier que je veux lire, ici c'est un fichier TIFF. Je vais utiliser GDAL, un des drivers de GDAL pour ouvrir le fichier. Donc un peu comme on fait dans OGR. Si la lecture ne s'effectue pas de la bonne façon, je vais avoir DS qui va être à none. Donc ça va s'arrêter. Si ça fonctionne bien, normalement ici j'ai le data source qui a une des données matricielles. Si j'ai un data source ici, je suis capable de déterminer le nombre de colonnes, le nombre de lignes, le nombre de bandes. Donc c'est des informations que je peux tout de suite lire sur le data source. Avoir le nombre de colonnes, c'est raster x size. Le nombre de lignes, c'est raster y size. Et le nombre de bandes, c'est raster count. Donc une image peut contenir plusieurs bandes. Donc ça, ce petit bout de code permet de lire une donnée et d'avoir la taille de cette donnée. Ce qui est aussi important quand je lis une donnée matricielle, c'est d'obtenir l'information spatiale, donc le système de référence. En général, les données, si elles sont géoréférencées, un pixel est positionné dans l'espace. Pour disposer de cette information, j'utilise la méthode GeoTransform. Donc j'obtiens mon data source,
je fais get GeoTransform, ça me retourne la transformation mathématique de l'image. C'est-à-dire qu'à chaque pixel, je peux appliquer la transformation mathématique pour obtenir la position dans la position spatiale. Donc généralement c'est une matrice où GeoTransform, c'est souvent 6 informations qui permettent de donner la translation, le changement, enfin la multiplication, le changement d'échelle en X, en Y, et aussi la rotation. Donc avec ces 6 informations, je suis capable de projeter l'image sur la Terre. Donc ça va être une transformation, comme je le dis, avec 6 valeurs, où je vais avoir l'information, donc la position souvent au niveau, la position au niveau de l'origine. Je vais avoir la translation, donc la translation ou la transformation, la multiplication. Donc ça c'est souvent la taille des pixels. Et ensuite la rotation, l'information de rotation qui est souvent 0, 0, on les a ici. Donc j'ai cette information qui me permet de définir avec cette matrice de transformation, je peux être capable de passer d'un pixel à une position sur la Terre. Quand je dois récupérer une bande, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant on a pu lire la taille de l'image, le nombre de bandes, mais je n'ai pas récupéré la matrice qui représente une bande, alors ce que je dois faire, j'utilise la méthode getRasterBand. GetRasterBand, ça me permet d'obtenir un tableau de pixels, ou une matrice de pixels. Alors, il faut bien retenir ici que la première bande elle est à 1, la deuxième bande à 2, et ainsi de suite. Le 0 n'existe pas. Donc ici, j'arrive à obtenir avec getRasterBand, j'obtiens en fait une donnée, une bande, que je peux lire ensuite. Donc je fais band read as array, donc je vais obtenir une matrice à partir de là. Ce que je signale ici, c'est que je peux lire une partie de l'image comme je peux lire l'ensemble de l'image. Ici, je commence 0, 0 jusqu'à la taille de l'image, donc je vais lire l'entièreté de l'image. Mais je pourrais avoir le besoin de lire qu'une sous-partie de l'image. Donc data va contenir en fait tous les pixels de la bande 1 qui se trouvent dans cette partie de l'image. Ce qui est intéressant, c'est que dès que j'arrive à lire data, avec un raster, en fait c'est ce qu'on appelle un NumPy, une matrice NumPy, je suis capable en fait d'appliquer des méthodes de NumPy. Donc je vous rappelle, la semaine dernière je vous ai donné un peu des références par rapport à NumPy, mais vous pourriez aller voir sur le site de NumPy un peu les différentes méthodes que je peux appliquer à une matrice NumPy. Donc dès que j'arrive à lire ma matrice, j'ai dans ce cas-ci ici data, je peux appliquer une méthode NumPy. Une méthode par exemple qui pourrait être appliquée, c'est de trouver la valeur max de la matrice. Ben, je pourrais faire data.max, ça me donnerait le pixel maximum. Data.min, ça me donnerait le pixel minimum. Si. Très rapidement, j'ai même pas besoin de parcourir la matrice, ces deux méthodes me donnent le résultat. Ça ressemble un peu aux méthodes qu'on applique aux listes. Ici, le max et le min, ces deux méthodes viennent de la librairie NumPy. Intéressant, si j'ai une matrice NumPy, je pourrais aller chercher l'histogramme. NumPy.histogramme me permet de calculer l'histogramme d'une matrice, c'est-à-dire de voir la répartition des pixels selon, par exemple, dans le cas d'une image, selon les niveaux de gris ou les valeurs. J'ai pas besoin de faire une méthode pour faire ça. Là, j'utilise la méthode histogramme de NumPy. J'envoie ma matrice data, il va me retourner l'histogramme. Donc après, je peux faire ce que je veux avec ça. Mais ce qu'il faut se dire là, c'est qu'une fois que j'arrive à lire ma donnée, que j'arrive à lire ma matrice data dans ce cas-là, bah après je peux appliquer n'importe quelle méthode de NumPy, faire de l'analyse, faire du traitement d'image, ainsi de suite. J'ai pas besoin vraiment de faire de conversion.
j'ai directement un objet NumPy. Pour écrire une donnée maintenant, on a vu que je pouvais lire une donnée matricielle, mais pour écrire une donnée matricielle, c'est pratiquement la même chose. J'importe ma librairie GDAL. Ici, je vais déclarer tous les drivers. Je vais ici déclarer un driver en particulier qui est géotif. Donc, je souhaite écrire une image en géotif. Je vais déclarer une image, 50 par 50. Je vais créer ici finalement un data source, une image qui s'appelle, je mets le chemin ici, test, la taille de l'image, et ici je donne un type, le nombre de bounds, 1, et ici le type d'information que je veux stocker. C'est des entiers 32 bits. Je pourrais avoir d'autres formats. Je vais ni plus ni moins chercher ma première bande, celle que je viens de créer. Je vais déclarer une matrice ici avec la fonction numpy à 0, où je vais mettre, selon les lignes et colonnes que je viens de définir, mettre des zéros. Je vais prendre cette matrice que je viens de créer. Je vais utiliser une méthode qui s'appelle writeArray, qui me permet de prendre la bande, d'envoyer la matrice de 0 que je viens d'écrire, que je viens de créer, de l'écrire à la position 00, c'est-à-dire au début de l'image. Ça va me permettre d'écrire en fait ma matrice que je viens de créer. L'intérêt ici, c'est que je pourrais faire un traitement, une matrice. Ici, c'est une matrice de 0 là pour l'exemple, mais on pourrait faire une matrice résultat d'une analyse que je souhaiterais écrire en fait dans une image. Dès que j'ai ma matrice NumPy, ici c'est une matrice NumPy, je peux l'envoyer dans cette méthode. La méthode va m'écrire ma matrice. Ici, je fais quelques opérations pour effacer la cache, attribuer par exemple une valeur moins 99 pour les valeurs où il n'y a pas de données, et j'efface ma matrice. Donc je termine. Théoriquement, là, ça va m'écrire mon fichier, celui que j'ai déclaré au début, avec le résultat de ma matrice. Donc, pour la suite, nous allons faire une série d'exercices. Je vais sous forme de vidéo. Donc, vous allez les pratiquer un peu tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et je reste à votre disposition là, toute la semaine pour des questions, si jamais il y en a. Merci.